Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien Émilie. Merci pour cet accueil. Bon, est-ce que tu veux te présenter, nous dire qui tu es, Ouais. en quelques mots? Alors moi je m'appelle Frédéric Lévy, voilà, ça c'est pas une nouveauté. La grande nouveauté dans ma vie, et déjà depuis 10 ans, mais ça reste une nouveauté, c'est le parcours de Clément. Voilà, donc je suis papa d'un petit bonhomme polyhandicapé, avec toutes les joies que ça procure, parce qu'il y en a plein, et puis toutes les découvertes, et puis les combats à mener. Et c'est du combat permanent. Du combat pour l'inclusion dans la société, du combat contre la maladie et du combat aussi perso. Parce qu'il faut réussir, tu me demandais qui j'étais, moi j'ai eu un parcours très atypique, je suis pilote d'avion, j'ai volé pour l'armée, j'essaie de diriger tant bien que mal une compagnie d'aviation d'affaires, mais ça reste hyper difficile quand on a ce genre de contraintes entre guillemets, puisque ça reste des contraintes à gérer au quotidien. Voilà. D'accord. Après, on peut développer, je te laisse. Oui. Est-ce que Clément est scolarisé aujourd'hui? Alors, je parlais de combat. Ça l'a été il y a des années. Quand je dis il y a des années, c'est que Clément a 10 ans, bientôt 11, au mois de juin. Et pour autant, Clément n'a jamais été déscolarisé. Donc, c'est un des rares enfants polyhandicapés à avoir pu avoir une scolarité depuis l'âge de ses 3 ans. Puisque, revenons un peu, il y a plus de 10 ans, la maternelle n'était pas obligatoire, hein, c'était 6 ans à rentrer à l'école. Et pour autant, Clément a pu rentrer à l'école dans des conditions pas évidentes. Ça a été, là encore, j'ai utilisé pas mal de fois le mot combat contre l'éducation nationale. Je dis contre parce que c'est pas, on n'a pas été accompagné pour qu'il soit scolarisé. Il a fallu se battre pour qu'il le soit. Et ça tient à quelques personnes voilà, pour qu'il puisse intégrer l'école. C'est un enfant qui est rentré à l'école appareillé, c'est-à-dire qu'en fait qui n'avait pas de fonction motrice. Il n'était pas capable de bouger de ses jambes. Il pouvait à peine bouger ses bras. Donc voilà, il est rentré sur des motilos, des fameuses selles moulées à roulettes. Et en fait, il ne pouvait faire qu'un mouvement en fait, avec ses pieds pour pouvoir se propulser tout le temps dans le même sens. Voilà, donc il a pu intégrer la maternelle, ce qui est assez exceptionnel. Et ce parcours, en fait, on a su le mettre en œuvre et le poursuivre pour qu'aujourd'hui, Clément soit encore à l'école, puisque c'est un élève de CE2. Alors, l'éternel problème de l'éducation nationale, et on le sait, encore plus pour ces enfants polyhandicapés, c'est qu'il faut pouvoir le mettre dans des cases. Et évidemment, il ne répond pas au pré-apprentissage, au niveau maternel. Il répond encore moins aux apprentissages en fait, du cycle secondaire, mais il est à l'école. Il est à l'école et ça reste pour nous un moteur essentiel et c'est le moteur de sa vie. Parce qu'on reste convaincu, quand je dis on, c'est sa maman et moi, que c'est aussi grâce à cette inclusion scolaire et au vivre ensemble qu'il a pu développer aujourd'hui tout ce qu'il sait faire. Puisque ça partait pas bien il y a 10 ans. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est faire? Tu me disais que Clément ne marchait pas, bougeait difficilement ses bras. Quand il est rentré à l'école en maternelle, il y a 8 ans, on nous a dit, les médecins nous ont clairement dit que Clément ne marcherait jamais, que Clément ne pourrait pas communiquer, Clément ne pouvait pas manger, ne pouvait pas boire seul, donc c'était de l'assistance permanente. Et bien aujourd'hui, j'ai parlé de 4 choses. Hein. Il boit tout seul, il mange tout seul, il communique difficilement, mais avec des échanges d'images, au moins pour faire des demandes, et il marche. Donc c'est un combat qui a été gagné au moins par rapport à ça. Ça nous conforte dans l'idée que c'est aussi grâce au vivre ensemble, encore une fois, et à cette inclusion que ça a été possible. Parce qu'on ne nous enlèvera pas de la tête que si on avait laissé Clément en institution plus ou moins fermée, entouré de ses pairs, certes, avec de la bienveillance, mais avec les mêmes niveaux de handicap, il aurait comme seul modèle une société handicapée. Et là, on a pu lui offrir une société valide. Alors moi, j'ai tendance à dire que, j'aime pas parler de handicap ou autre. Il y a les enfants ordinaires, c'est les enfants qu'on côtoie tous, et puis il y a les enfants extraordinaires qui sont les nôtres. Voilà, comme Clément, comme Kumba. Et c'est ces enfants différents qui font à la fois, qui deviennent moteurs en fait pour les enfants ordinaires, et ces enfants ordinaires leur rendent de façon mais exceptionnelle, puisqu'il a eu de l'aide, la plus grande aide qu'il a eue à l'école, c'est par les autres élèves. Oui. Et voilà, c'est ce qu'il faut, tout l'intérêt de l'inclusion, je pense. D'accord, donc pour toi c'est vraiment l'inclusion qui a fait avancer Clément. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aussi sur
sur tout le parcours que vous avez eu à l'étranger, sur de la prise en charge, Ah ouais, alors voilà, c'est sur le diagnostic. là encore, c'est très, très particulier parce que quand on est dans une structure médicale française, quand on parle de structure médicale, je peux parler à la fois de l'ensemble des professions libérales, des spécialistes qu'on a pu consulter, de l'hôpital public, des cliniques privées, hôpitaux des enfants malades, hein, que ce soit Toulouse, Purpan, Bordeaux, Orléans, enfin ça c'est ce qu'on a fait en France. En France, on a un discours qui est assez stigmatisant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne part jamais de qu'est-ce que l'enfant est capable de faire, mais plutôt qu'est-ce qu'il ne fait pas. Et à partir de là, c'est hyper restrictif en fait. Et c'est restrictif aussi dans le message qu'on envoie aux parents en termes de diagnostic, de pronostic et de chance pour l'enfant. En gros, on ne nous a pas laissé de chance. En France, on ne nous a pas laissé de chance. Il y a des parents qui se diraient bon, c'est comme ça, c'est la fatalité, on n'a pas de chance. Avant de se dire on n'a pas de chance, on a commencé à vouloir aller prendre de la vie à l'extérieur. Donc ça nous a amené... alors déjà, je ne vais pas parler là d'étrangers, mais déjà il y a un parcours énorme. C'est de quitter l'hôpital de région pour aller à Paris, la capitale. Et en fait, quand Clément a été admis au département des maladies rares de Necker, ça a déjà été presque comme la quête du Graal. Hein. Il faut se battre en fait pour arriver à ça. Les hôpitaux de région ont tendance à vouloir garder en fait la gestion localement, mais avec un vrai déficit de prise en charge et de connaissances. Donc forcément, déjà, bon voilà. Et puis Paris diagnostic, il se passe plein de choses. Clément était diagnostiqué leucodystrophique, donc atteinte neurodégénératrice, hein, à issue fatale. Et on aurait pu, encore une fois, rester là. Sauf qu'on a cherché. Puis il s'est avéré que le centre mondial de la leucodystrophie était à Montréal, au Canada. Et ben donc, je suis parti d'abord tout seul là-bas, et puis on est parti en famille quelques semaines après avec Clément, qui a été hospitalisé là-bas, et on a découvert que, erreur de diagnostic, Clément n'a pas de leucodystrophie. Et donc on était, alors il n'y avait plus de diagnostic de poser, parce qu'un des problèmes, et on est tous là en tant que parents, on a eu nous la quête du diagnostic pendant des années. Et en fait ça sert à rien. Ça sert à rien parce que pendant qu'on cherche ce qu'il a, on ne fait pas forcément ce qu'il faudrait et on n'avance pas en fait pour le bien-être au quotidien et tout simplement pour savoir vivre en fait. Donc on a arrêté de se poser des questions sur qu'est-ce qu'a Clément, mais comment on peut l'aider à vivre mieux. Donc le Canada nous a donné pas mal de pistes. Donc déjà on a levé le diagnostic de la leucodystrophie et on est reparti donc sans cause identifiée. Hein. Donc on ne parle plus de maladie puisqu'il n'y a plus de maladie de posée. Donc ou alors on parle de maladie extra-orpheline ou de syndrome, mais la réalité c'est qu'on n'en sait rien. Donc on a fait ce parcours-là au Canada. Il a fallu monter en compétences aussi et se former notamment sur les méthodes de communication alternative. Donc voilà, donc ça veut dire former une famille, hein, c'est pas rien. Se diplômer comme le feraient des orthophonistes, hein, notamment le PECS. Oui, toi tu es titulaire d'un... Alors moi je suis titulaire d'un diplôme de formateur PECS. Donc le PECS en fait étant le Picture Exchange Communication System, donc un système de communication d'échange par image. Donc j'ai dû aller me diplômer, me former, pour pouvoir apprendre à communiquer avec Clément et pour pouvoir apprendre aux autres. Donc ça fait partie aussi du parcours. Et puis une fois de retour en France, encore une fois, soit on en reste là, soit on cherche encore un peu plus loin. Et puis on a poussé beaucoup plus loin, alors pas en distance, mais dans la recherche en fait au niveau de ce qu'on peut faire au niveau psychique, psychologique, psychomotricité. Et on s'est rapproché d'un institut en fait en Israël qui s'appelle Furstein, où grâce à cet institut, en 10 minutes ça paraît rien, mais c'est incroyable, Clément a pu apprendre à boire seul. Il avait eu 10 minutes. Et ça faisait combien de temps que... Ça faisait 4 ans. 4 ans que vous essayiez de lui apprendre à boire. Voilà. Ouais. Et en 10 minutes, c'est un peu nos séances d'essai, ils nous ont solutionné ça. Voilà, 10 minutes de leur temps, ça suffit à changer une vie. Parce que boire, c'est fondamental, quoi. 10 minutes. Donc ça nous a persuadés dans l'idée de partir au plus long cours, en fait, sur Furstein, en Israël. Donc on est parti sur Jérusalem. Clément a été admis au sein de l'Institut Furstein en programme de réadaptation cognitive, où là ça a été un changement phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, il est revenu en sachant manger seul, il est revenu sur ses jambes, en marchant, même si nous on avait mis les prémices en fait de la marche, on avait réussi, mais il a gagné énormément au niveau motricité. Et on est resté sur des apprentissages cognitifs qui peuvent paraître simples pour des enfants ordinaires, mais qui pour lui avaient une difficulté
à un niveau que je placerais à 10 sur 10 tellement que c'était élevé. Et en fait, on se dit, bah non, il n'y arrivera pas. Et si au final, il y arrivait. D'accord. Et alors, tu as fait ça sous format de stage, c'est ça? Il Alors, est resté combien de temps? Il est resté. Alors en fait, oui, ça s'est fait avec une présence, donc avec du présentiel sur place pour une durée d'un mois. Un suivi après avec des heures en visio. Où on pouvait échanger grâce à des plateformes communicatives. Donc ça, c'était hyper intéressant. Après, l'éternel problème de tout ce qu'on a pu faire là, c'est le coût. Oui. C'est-à-dire qu'on a dû mettre en place des systèmes de financement, là aussi, alternatifs au système général, puisque la sécurité sociale ne finance pas. Tout ce qui est hors France, hein, ça n'existe pas. Donc on parle de dizaines de milliers d'euros, enfin même centaines. C'est-à-dire que d'où la création aussi d'une association pour Clément. Voilà, on a créé l'asso Clément Petit Prince, qui nous a permis de récolter des dons et de financer, puisque par exemple l'école Feuerstein en Israël, juste l'école pour le mois, c'est 30 000 euros pour un mois. Donc c'est énorme. Donc oui, on a pu mettre ça en place. D'accord. Est-ce que tu m'avais parlé aussi de troubles neurovisuels pour Clément? À partir de quel âge vous avez eu le diagnostic et à quel niveau? Est-ce que c'était au niveau régional? Clément n'a pas été diagnostiqué avec des troubles neurovisuels en tant que tels, mais en fait la question se posait de savoir est-ce que oui ou non il voit et est-ce qu'il interprète l'image. Et là, cette réponse elle est intervenue beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Quand je dis trop tard, c'est qu'en fait le premier potentiel évoqué visuel qui a été fait avec des professionnels qui est capable de mettre ces lentilles en fait biométriques qui permettent justement de capter en fait l'image et de suivre en fait le cheminement de l'image vers le cerveau, du nerf optique jusqu'au cerveau. Ça a été fait à l'hôpital Necker à Paris, département des maladies rares, et Clément il avait déjà 3 ans. D'accord. Mais 3 ans c'est énorme. Et alors que si on habitait Paris, pour le coup, on sait qu'on aurait pu avoir cet examen à 9 mois ou 10 mois. Voilà, donc il a fallu 3 ans. Et sur un schéma en fait de transmission d'informations particulièrement complexe entre les hôpitaux régionaux et Necker, puisqu'en fait c'est nous qui avons contacté Necker. C'est-à-dire que l'hôpital de région n'a jamais contacté Necker pour se dire est-ce qu'on met ça de côté. Voilà. Donc, d'ailleurs le potentiel évoqué auditif a aussi été fait là-bas. Okay. Donc en fait on a eu la certitude qu'il entendait bien, qu'il voyait bien et que l'image est transmise correctement qu'à 3 ans. Ok. Voilà. Aujourd'hui, en termes de prise en charge, de quelle prise en charge bénéficie Clément et à quelle fréquence? Alors là encore, tu touches à un point très sensible de la prise en charge du médico-social pour les enfants très différents. C'est très compliqué. Quand je dis très compliqué, c'est que sa principale prise en charge, c'est une auxiliaire de vie, en fait, Alison, qui est fantastique et qu'on a, nous, recruté et mis à disposition de l'Éducation nationale. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc elle est à dispo de l'Éducation nationale en tant qu'AVS à l'école et en même temps à domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Mais là encore, il nous a fallu, pour obtenir ça, 7 ans. C'est-à-dire qu'avant, on bricolait. Il a fallu 7 ans de travail. Donc en plus, il y a du renfort qui a été mis en place par un CESAD qui peut intervenir à l'école, donc une structure de soins à domicile, mais qui se déplace à l'école pour faire du travail cognitif. Et après, il a des libéraux, donc en fait, qui vont travailler notamment en kiné, en orthophonie. Et là encore, c'est nous qui avons mis en place en fait les solutions. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de suivi réel et de prise en charge globale, prise en charge en fait par une institution qui serait capable de tout gérer. Ça n'existe pas. D'accord. Enfin, en tout cas, comme nous, on aimerait que ce soit géré. Oui. C'est-à-dire que certains sont contents, c'est pas, voilà, mais si on veut quelque chose, je pense, d'efficient et de vraiment pousser, il faut réussir à se débrouiller. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'invention que tu as mise au point pour permettre à Clément de marcher aussi? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, on peut en parler. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'invention, mais on va plutôt parler de bricolage à ce niveau-là. L'idée était simple, c'est que Clément, c'est un petit bonhomme qui est hypotonique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un déficit musculaire global, donc difficile de se tenir sur ses jambes. Et il a fallu lui permettre de rester sur ses jambes tout en limitant son poids. Donc en fait, j'ai mis en place un mini-système, une plateforme gyroscopique, sur une structure en fait assez simple. Le prototype était en bois. C'est une ellipse en fait au sol qui pouvait répartir son poids de façon idéale et homogène.
et avec 4 poteaux sustentateurs, comme dans les salles de rééducation en Espagne pour éduquer les adultes après des accidents de la route et autres pour apprendre à marcher. Et sur ces 4 poteaux, j'ai tout simplement fixé 4 élastiques avec un harnais spécial qui lui permettait de réduire son poids et en tout cas sa masse en fait pour que le contact avec le sol lui soit beaucoup plus léger. Ce qui fait qu'il est passé sur cette machine de 15 kg à 5. Voilà. Et ce qui fait que Clément a pu commencer à se mouvoir en 8 jours. D'accord. Voilà, 8 jours. Et là, tu as vraiment utilisé tes compétences, voilà, ton métier. Là, ça a été, alors même si le résultat paraît hyper simple, et quand on le voit, on se dit, bah ouais, pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Il a fallu bosser dessus 3 mois. Ouais, il y a 3 mois de travail, de calcul. Donc là, voilà, j'ai utilisé mes compétences d'ingénierie aéro et travail en aérien pour les mettre au profit de Clément, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le gros souci qu'on avait au niveau médical ici, en tout cas sur Pau, on nous parlait d'ataxie, de déficit d'équilibre, mais sans pouvoir nous dire sur quel axe en fait il était déficient. Et moi, c'est le côté un peu des formations de pilote d'avion, où je me suis dit, oui, mais on va travailler sur les axes, quoi, et on va comprendre. Voilà, donc on a identifié le centre de gravité de Clément, les axes déficients, et puis une fois qu'on avait mis tout ça en place, on a corrigé, comme on le ferait sur un avion, lors d'un vol d'essai. Et 8 jours après, il était debout, il marchait. Super. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de tout ton travail au sujet d'une circulaire interministérielle. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quand tu as commencé ce travail? Alors le temps passe vite, mais devant le chantier colossal qu'on a entrepris pour permettre en fait la scolarisation de Clément en milieu ordinaire, on s'est dit depuis longtemps, ok, Clément déjà il faut que ça dure, et puis il n'est pas tout seul. Donc t'en es l'exemple, voilà, en tout cas dans une école avec Kumba, c'est le niveau de polyhandicap qu'on a avec nos enfants, parce que tu es concerné, il est super rare, on le sait. Avoir 2 enfants avec ce niveau de polyhandicap dans une même école, c'est encore plus rare. Donc ça nous pousse un peu à continuer. Devant en fait le schéma de Clément qu'on a su mettre en place, j'ai pu prendre contact à l'époque avec Sophie Cluzel, qui était donc chargée de mission handicap auprès du cabinet du Premier ministre, pour mettre en place en fait une circulaire interministérielle pour la création d'une unité d'enseignement pour élèves polyhandicapés. Cette unité en fait a une vocation qui paraît pourtant évidente à tous, et pourtant ça n'existe pas, qui permettent je vais le résumer, de permettre à un enfant, quel qu'il soit, en situation de polyhandicap, de partir de chez lui le matin pour aller à l'école et de rentrer le soir, et d'avoir bénéficié au sein de l'école de l'apprentissage et de tous les soins ou aides qui pourraient lui être utiles à son quotidien. Donc c'est quoi? Orthophonie, psychomotricité, motricité, pourquoi pas des soins infirmiers, de la kiné, et bénéficier d'apprentissage scolaire avec un enseignant spécialisé. Le tout en étant accompagné avec des adultes formés, soit en 1 pour 1 quand c'est essentiel, et faire en sorte que l'adulte, de plus en plus, réduise en fait son intervention pour devenir presque fantôme dans la classe, pour que l'enfant gagne en autonomie. Donc ça, c'est le principe même. Là, j'ai décrit le principe de l'unité d'enseignement polyhandicap qui consiste en fait à scolariser ces enfants différents. Le projet, il a commencé en 2019 déjà, 4 ans déjà. On a sorti la première circulaire interministérielle avec l'aide de Patrice Fondin, José Puig, Sophie Cluzel en 2020. Et elle a été rendue opposable et signée peu de temps avant le départ en fait, du gouvernement de Sophie Cluzel, puisqu'elle a été signée en 2022. Voilà, donc 2022 pour une signature, ce qui fait qu'administrativement, cette unité d'enseignement aujourd'hui existe. Voilà. Et pour autant, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément aidé, puisqu'il y a encore beaucoup de freins. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, donc Clément est scolarisé à l'école publique d'Hydron. Oui. Depuis combien d'années maintenant? Alors 3 ans. 3 ans. Déjà. Donc là encore, c'est un combat, toujours. Il y a ce mot qui va revenir en permanence. Alors, les mentalités évoluent. Il y a beaucoup de gens qui aident aussi, au niveau de l'éducation nationale, il y a énormément d'aide. Mais c'est très très difficile de faire évoluer les mentalités, parce qu'on a presque l'impression, quand on scolarise un enfant en situation de handicap, qu'on nous fait un cadeau. Mais non, en fait, c'est tout simplement la loi. Alors déjà, on a dû renforcer la scolarisation des enfants différents
par la loi de 2015, renforcée par un décret en 2017 pour l'école pour tous. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Nous qui sommes partis au Canada, les Canadiens nous prennent pour des fous. Puisqu'ils nous disent, mais dans quelle mesure vous avez besoin de légiférer, de créer une loi pour quelque chose qui est déjà obligatoire? Puisqu'en fait, l'école, et encore plus maintenant avec les pré-apprentissages et l'obligation de la maternelle, l'école est obligatoire de 3 à 16 ans, sans distinction. On ne dit pas sauf enfants handicapés. Tous les enfants doivent être scolarisés. Point. Et pourtant, il a fallu légiférer pour rendre cette école obligatoire. Bon, elle y est déjà. Alors, on a pu penser pendant un moment que le fait, avec la loi de 2015, de rendre cette école pour tous obligatoire, ça allait nous aider au quotidien dans les écoles. Mais pas forcément. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des lois et que les moyens d'application pour permettre l'accueil en milieu ordinaire n'ont pas été mis en place. Donc, au final, on se retrouve avec parfois des enseignants complètement démunis, des directions d'école complètement démunies aussi, avec la peur de cette différence, parce que c'est compliqué. Et la réalité, c'est que les moyens d'intégration de ces enfants différents n'existent pas, ou très peu. Alors, on a des petites choses, on va parler des classes Ulysse, des choses comme ça, mais on n'est pas sur du polyhandicap. On reste sur des handicaps qui, dans certains pays, sont des handicaps extrêmement légers. Des enfants qui ne seraient pas scolarisés qui seraient même pas scolarisés en milieu en fait, spécifique ou avec des classes Ulysse ou des dispositifs adaptés. Ces enfants qui ne nécessitent pas forcément l'adaptation. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'école inclusive, pratiquement en fait, à quoi ça reviendrait concrètement au quotidien? Alors concrètement, l'école inclusive, ce serait permettre à un enfant en situation, encore une fois, de polyhandicap de rejoindre son école de quartier. Ça serait l'idéal. Donc la première des choses, c'est l'interaction sociale. C'est quand on parle d'inclusion, ça veut dire qu'en fait, on partage des moments avec les élèves ordinaires, déjà. C'est-à-dire que même s'il y a une classe polyhandicap, les enfants ne restent pas entre eux. On va organiser des activités en fonction des niveaux de chacun, des capacités, puis des moteurs, de l'envie aussi des autres classes, pour partager des activités extérieures, pour partager la cour de récréation, pour partager des cours au quotidien qui pourraient être communs. Et surtout, on va pouvoir amener au sein de cette classe, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les soins essentiels. J'ai besoin de kiné, je mets de la kiné. J'ai besoin d'orthophonie, je mets de l'ortho. J'ai besoin d'une infirmière, je mets l'infirmière. Ce qui fait que l'enfant reste dans un milieu ordinaire, tout en bénéficiant de ses soins particuliers. Et là, on aura gagné. On aura gagné en termes d'intégration dans la société. Et surtout, grâce à cette école inclusive, on permettra aux enfants ordinaires de comprendre la différence. Et donc, les enfants qui sont aujourd'hui, on parle d'unité d'enseignement primaire, donc pour des enfants de 3 à 12 ans, et bien en fait, on va les confronter au handicap, ce qui fait que l'intégration de ces enfants différents fera que plus tard, en fait, on aura des adultes intégrés, parce qu'ils auront vécu en fait ensemble. Voilà, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans des écoles ordinaires qui n'ont jamais vu d'enfants handicapés. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'association Clément Petit Prince et éventuellement de ce que tu as réussi à obtenir de Sophie Cluzel? Ouais, alors l'association Clément Petit Prince, c'est une association qui a vu le jour en fait quand Clément avait 3 ans, donc il y a déjà 7 ans. Cette association, en fait, elle avait pour but au départ d'aider Clément dans son quotidien, de financer tous les frais qui n'étaient pas pris en charge en France et de pouvoir financer donc ces frais à l'étranger. Ça, c'était le point de départ. On ne pensait pas que ça allait grandir. Cet asso, aujourd'hui, elle compte 4800 abonnés, donc c'est beaucoup. On peut considérer que c'est des membres, parce qu'on est dans le monde du virtuel, puisque avec peu d'activités sur Facebook, elle existe quand même, on a pu capter 4800 membres, donc ce qui est déjà énorme. Et si bien qu'elle est remontée au niveau du gouvernement et connue Sophie Cluzel pendant des années, ce qui a permis d'obtenir cette circulaire interministérielle et de travailler ensemble, mais surtout, en l'absence de structure de gestion de cette classe polyhandicap, le cabinet de Sophie Cluzel et du Premier ministre nous a confirmé que l'asso de Clément Petit Prince pourrait être gestionnaire d'une unité d'enseignement à titre expérimental. Normalement, ces unités sont gérées par des EMS, les établissements du médico-social, donc les établissements médico-sociaux. Mais on se rend compte qu'il y a une grande partie en fait, des budgets qui part dans les frais de structure, en fait, pas forcément dans l'aide apportée aux enfants. C'est normal parce qu'on est dans des hyperstructures. Là, l'association Clément Petit Prince est 100% bénévole, donc ça ne coûte rien à faire fonctionner. Et une grande expertise, parce que vivre 10 ans avec un enfant en situation de polyhandicap fait qu'on devient presque expert du médico-social. Donc, et c'est sans prétention. Voilà. Ok.
Quelle serait la prochaine étape selon toi? Alors la prochaine étape, c'est pas celle déjà que je pensais avoir à franchir. La prochaine étape, c'est un mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a surrédigé la circulaire interministérielle. Moi, je pensais bêtement qu'une fois signée, elle serait appliquée. On a eu la promesse que l'unité d'enseignement serait inaugurée par Sophie Cluzel elle-même avant la fin de son mandat. C'est loupé. Encore une fois, on a été défaillant. Pour moi, la prochaine étape, ce serait que l'ARS, l'Éducation nationale, soit capable, en fait, qu'ils aient le courage, en fait, de confier, en fait, cette unité d'enseignement à l'asso Clément Petit-Prince, déjà, pour qu'elle ouvre, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle sans cesse de projets, on nous parle sans cesse d'établissements médico-sociaux, mais la solution n'existe pas. Donc en fait, une asso, quelle qu'elle soit, si elle sait gérer, et si elle sait apporter un plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Donc il suffit que l'ARS appuie sur le bouton et qu'ils disent OK, on le fait. Surtout que ça a été promis en fait par le cabinet du Premier ministre, donc c'est quand même pas rien, par écrit. Hein. Est-ce que tu as déjà rencontré des responsables de l'ARS ou de l'Éducation nationale? Oui, bien sûr. Donc on a eu moult réunions avec l'ARS et l'Éducation nationale, hein, et à chaque fois ça s'est d'ailleurs très bien passé. Le problème qu'on a dans ces structures, c'est aussi le changement. C'est-à-dire que je m'aperçois que les personnes avec qui on a eu ces réunions ne sont plus là aujourd'hui. Parce que nous, on est toujours dans le combat et on habite toujours ici, mais au fil des mutations et au fil des années, on n'a jamais les mêmes interlocuteurs. Ce qui fait qu'on est obligé à chaque fois de renouveler les demandes, de recommencer. Le dossier n'est pas vraiment suivi en fait. Voilà, donc on a l'impression qu'on est écouté de façon à nous faire taire un petit peu. Et voilà, ils vont continuer, on continue. Mais bon, le truc c'est que nous, on ne lâchera jamais en fait. C'est-à-dire que même si demain, alors Clément a bientôt 11 ans, il est bientôt plus concerné par l'unité d'enseignement en fait polyhandicap sur la partie primaire, mais le combat de notre famille va continuer pour le collège. Donc en fait, les solutions, il faut les mettre en œuvre. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui les pistes que tu as explorées? Parce que voilà, tu n'es pas resté sur la piste unique de l'école de quartier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les pistes que tu as cherchées? Il y a plusieurs pistes. La première des pistes, au lieu plutôt que de se cantonner à notre école de quartier, il y a une piste qui a été vue avec l'agglomération, notamment à Pau, avec l'aide de François Bayrou et de son équipe, où ils étaient volontaires en fait, pour nous aider en fait, à expérimenter sur d'autres écoles éventuelles que notre école de quartier. Ça pose différents problèmes, parce qu'on s'aperçoit, déjà, si ce n'est pas l'école de quartier, ça coupe aussi du lien social au niveau du quartier. Ça compte. Alors là, je vais faire un petit parallèle avec le Canada. Toutes les écoles canadiennes ne sont pas capables d'accueillir des enfants en situation de handicap. C'est pas possible. Ça, on en est conscient. Pour autant, il y a des écoles magnifiques capables d'accueillir ces enfants-là, mais en fin de journée, ils finissent toujours dans leur école de quartier. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pris en charge par un taxi qui les amène pendant la garderie, avec leurs copains, leurs camarades, leurs voisins, pour qu'ils soient connus. Ça, c'est le Canada. Donc, je dis ok, pourquoi pas aller sur l'agglo à Pau. Mais si encore on avait une solution clé en main, mais elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de travaux dans les écoles paloises que les écoles de l'agglo et que l'école de quartier. Les problématiques sont les mêmes. Donc là, on en est même à se pencher et à se tourner vers le privé. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec une école privée. Alors je ne vais pas la citer pour l'instant parce que je voudrais d'abord faire le rendez-vous. Mais on s'aperçoit que là encore, le privé serait capable d'apporter peut-être plus et plus vite. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se passer d'un circuit de décision qu'on peut avoir au niveau de l'éducation nationale qui peut être plus court, beaucoup plus court, beaucoup plus court. Ça ne changera rien au niveau de l'ARS, il faut que l'ARS débloque en fait les moyens pour permettre la partie prise en charge médicale de ces enfants-là, et donc être vraiment dans le rôle du médico-social à l'intérieur de l'école. Et donc voilà les pistes. Les pistes, il y en a trois en fait principalement. Il y a l'école de quartier, l'agglo et le privé. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement en tant que parent d'élève cette année notamment? Oui, alors je vais en parler à ma grande surprise parce que j'ai été amené en fait à être sur une liste en fait de délégués parents d'élèves pour le CPE. Et là, on s'aperçoit aussi qu'on a du soutien parce qu'en fait notre liste, elle était clairement minoritaire, pas très nombreux, pas d'intériorité. Moi, je connais pas grand monde au sein de l'école et pourtant, on a eu assez de voix pour être élu. Donc voilà, j'ai la chance, Émilie,
de t'avoir en tant que président de notre délégation FCPE et d'assurer moi la vice-présidence en fait de cet assaut de parents-d'élèves. Et ça c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul en fait. Nous, ce qui nous a motivés au départ, c'est pouvoir faire prendre conscience aux autres que nos enfants différents existaient. Et bah, c'est fait en fait, c'est fait. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a ouvert par exemple comme perspective avec la mairie? Est-ce que tu as pu participer à des réunions ou à des... Oui, alors on a pu enfin mettre le pied en fait dans les conseils d'école. Donc là, alors, c'était totalement fermé avant. Et puis en plus de mettre le pied dedans, on a pu avoir une prise de parole, donc, ce qui est presque un luxe en fait dans un conseil d'école. Même s'il y a une difficulté à se faire entendre, c'est pas très grave. Ça finira par passer puisque nous, notre message, il s'arrêtera jamais. Donc voilà. Maintenant, je vais un peu changer de sujet. On va passer sur la partie application. On va dire. Alors, attends, je vais te poser une autre question. Aujourd'hui, au quotidien, Clément, comment ça se passe pour aller faire ses prises en charge? Alors, il va à l'école le matin et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est obligé d'être véhiculé pour aller faire ses... Alors, Clément, il est censé être à l'école à la journée. D'accord. Je dis censé. Ce qui matériellement est impossible, puisque justement il y a tellement de prise en charge à l'extérieur qu'on s'aperçoit que rester à l'école c'est pas possible. Donc là il a fallu se battre encore une fois, nouveau combat. On a pu transformer sa super AVS en méga super AVS, puisqu'en fait elle a été autorisée à quitter l'école avec Clément. Voilà, seule. Alors elle est sous contrat privé avec nous, mais donc son AVS est capable de l'amener aujourd'hui voir son ortho, voir sa kiné, et même faire de l'équithérapie. Ce qui n'est pas forcément reconnu en fait ici en France encore une fois, mais on a eu un coup de pouce par une super écurie, voilà, par la MDPH aussi qui a aidé. Et donc Clément fait de l'équithérapie, ce qui lui permet d'avoir un contact pendant le temps scolaire. Donc ça c'est super, mais ça représente en temps de transport, c'est phénoménal. C'est phénoménal, on parle de plusieurs heures par semaine. Hein. Enfin, on peut aisément parler de 5 à 6 heures minimum de transport. D'accord. Dans la semaine. Donc Frédéric, on a parlé avec toi de l'application Tiaki, de ce projet qui permettrait ça serait une application numérique au service des aidants familiaux. En quoi cette application pourrait t'aider à toi au quotidien? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Alors, oui, je pense que c'est une bonne idée et elle aide au quotidien évidemment, mais pas qu'à moi. Elle aiderait aussi évidemment à la prise en charge de Clément. Et je vais donner un exemple, le meilleur moyen c'est de donner un exemple concret pour en parler. Ça nous est arrivé que Clément aille à l'école, dans son plus jeune âge, hein, notamment avec des AVS qui n'avaient pas d'informations sur lui, ni sur ce dont il a besoin. Rien. Rien. Parce qu'on a cette fameuse problématique à transmettre des informations sensibles qui relèveraient du secret médical. Sauf que sur des enfants polyhandicapés, le secret médical est très vulgairement, on s'en fout. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'en fait, il faut forcément connaître la pathologie pour pouvoir les aider au mieux. Donc le gros avantage de Tiaki, en fait, le gros avantage, c'est de pouvoir permettre de partager l'ensemble des informations avec toutes les personnes en charge actuellement en fait, du devenir de l'enfant ou celles qui pourraient être à même de le gérer. On peut être en vacances, par exemple, n'importe où, avoir besoin de kiné-respi, ce qui est arrivé pour Clément. Ce serait quand même beaucoup plus simple d'avoir une appli qui recense les gestes dont l'enfant a besoin. Plus besoin d'explications, plus de barrière de la langue. On peut le mettre en forme de schéma, en forme de dessin, partager les comptes rendus médicaux. Et puis, l'idéal avec ce type d'application serait de pouvoir aussi recenser tous les professionnels dans tous les secteurs capables de gérer en fonction des besoins de l'enfant, justement, leur disponibilité pour aller recenser, tout simplement les trouver. Quand on cherche une orthophoniste capable de faire de la rééducation de praxis, c'est quasi impossible. Donc, il faut bien les recenser. Quand on cherche des micro-kinés, c'est quasi impossible à trouver, il faut bien les recenser aussi. Quand on cherche, il y a plein de métiers, des orthophonistes spécialisés, il faut les trouver aussi. Donc l'intérêt que je vois, moi, principalement, c'est le partage d'informations médicales, le partage d'informations pratiques sur la prise en charge quotidienne. Ça peut être aussi tout simplement les repas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Clément, par exemple, alors maintenant un peu moins parce qu'il mange un peu de tout, mais ça reste quand même limité. On aurait eu ce type d'application il y a 5 ans, mais presque n'importe qui aurait pu le faire manger, avec l'explication des gestes, avec le contenu, voilà, comment il mange, quel produit, quelle quantité. Bon, j'y vois plein de choses. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience, des problématiques qu'a rencontré Clément autour de l'alimentation, des intolérances alimentaires? Oui.
Alors, dans le cadre en fait du retard global de développement, là encore, on a dû chercher. Et Clément, c'est un bébé qui avait toujours eu des problèmes de vomissement, des problèmes, il a été traité en France par du RGO, donc les reflux gastro-œsophagiens, avec de l'innexion, plein de médicaments pas sympas, puis ça changeait rien. Et puis c'est en partant à l'étranger qu'on a découvert, à travers de tests en fait, qui n'existaient pas en France en tout cas, qu'il y avait des intolérances au gluten, qu'il y avait des allergies en fait, à la caséine et au lactose. Et donc en fait Clément, il était sur des intoxications alimentaires. Mais on a découvert ça au bout de 2 ans. D'accord. Voilà. Donc là encore, c'est peut-être des choses au niveau, je parle au niveau de l'appli, c'est peut-être qu'on peut faire un partage d'expérience sur la base de l'aspect clinique et des symptômes, et que des médecins présents n'importe où, en Espagne, en Asie, au Canada, aux États-Unis, puissent apporter leur expertise et dire attendez, mais ça on sait le faire. Là, votre enfant, il a ça, il a ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour par rapport justement à partir du moment où vous avez pris en compte ces intolérances, qu'est-ce qui s'est passé pour Clément? Alors, oui, quand on les a pris en compte, déjà, il a repris un développement normal. Quand je dis normal, c'est-à-dire qu'il avait clairement, dans sa courbe en fait, de poids et de taille, il y a eu un palier. Et voire même plus qu'un palier, parce qu'il y a eu une déflation de la courbe, ça s'est effondré. Quand on a pris ça en compte, il a repris son développement, physique en tout cas. Alors, au niveau neuro, on a toujours un pas à franchir qui est énorme, mais le développement physique, lui, il a repris. Quel est ton objectif par rapport à l'école inclusive, l'unité d'enseignement pour élèves handicapés? Voilà. Est-ce que tu envisages une ouverture en septembre 2023? Alors moi, mon objectif, qui est complètement sûrement utopique aujourd'hui, aurait été une ouverture, oui, courant 2023. Voilà. Alors, septembre, en tout cas, il faut que ce soit en place, mais que sur le papier, administrativement, l'espoir, ce serait même de l'ouvrir avant septembre. Qu'elle existe au moins au niveau, qu'elle existe sur le papier.